take-off. Press 7. 80 knots. Air France de Tango, bonsoir, devant votre main, niveau 0, gauche et attendez. Air bonsoir, de... Rotate. Bonsoir, de Go par l'attend Air France, en besoin. Good morning, ladies and gentlemen. You're all very welcome to route your flight already 401 London Heathrow. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, c'est ici. Soyez les bienvenus, bienvenue les amis dans la zone aéro. J'espère que vous allez bien ce mercredi soir. Bienvenue au bar de la zone et normalement on devrait avoir Nico qui est ici, mais on le voit pas et je sais pourquoi, donc je vais... T'inquiète pas Nico, par contre on doit t'entendre. On t'entend ou pas? Oui, voilà, on t'entend. Je ferai la petite modif. Ouais, tu vas faire la petite voix. Voilà. Donc, on va retrouver Nico là juste après le temps que je fasse les petits réglages parce que c'est vrai que j'avais pas vu. On a changé les liens et tout ça. Nico, Jordan, nous, on ne l'entend pas. Vous entendez pas Nico? Normalement, vous devriez, hein. Ah non, vous l'entendez pas. D'accord. Ok. Bon, je vais régler ça dans un petit instant. Alors, les amis. Ce soir, émission avec un invité de marque. On va en reparler dans quelques instants dans le sommaire de l'émission. Et je vois que vous êtes déjà nombreux sur le chat et ça fait bien plaisir. Avant toute chose, on va remercier les personnes qui sont arrivées, les dernières, ceux qui ont pris des abonnements, comme 0K, qu'on remercie, qui, pendant le générique, a pris un renouvellement. Donc ça fait 6 mois déjà, 0K, 6 mois. Ça passe très vite. Bienvenue à Vinst66, bienvenue à Emmanuel Joss, notre général qui est avec nous ce soir. Eh bien, il nous suit également sur Twitch, on le retrouvera tout à l'heure. Bienvenue à Akira4709, à Olivier Guimand, à E-Rider64, Dekami, Polokov, le pilote 74 que j'ai vu également dans le chat. Je vois Nicotine70 qui est là. Madame Bou, Archibald, Tuttle officiel. Et on remercie Sébastien de la chaîne Vous avez le droit qui est venu nous voir et qui nous a fait un coucou avec 100 spectateurs. C'était quand? C'était dimanche soir. Bienvenue à Chef Odel qui est là, qui a dû finir sa cuisine. Il est avec nous ce soir. Bienvenue évidemment à l'équipe de modération. Nous avons Sarah, nous avons Julo, nous avons Jordan, nous avons MMG7F, nous avons Free Flight. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Et Camille aussi, que j'ai cru apercevoir tout à l'heure dedans. Parfait. Bon ben voilà, j'ai fait un petit peu le tour. Merci donc à vous pour les abonnements et les follow, ça fait bien plaisir. D'autant plus qu'on vous prépare un joli petit programme à venir, notamment pour le mois de mars, on en reparlera un peu plus tard. Bienvenue Chester the Dog, bienvenue également. Que vous dire? Si, il y a eu des pubs, vous l'avez vu, pendant l'attente, donc c'est calculé pour, normalement, voilà, la pub elle est faite. Par contre, vous risquez d'en avoir pendant le live, et ce qui est bien normal. Et merci Jordan qui vient prendre sa carte des 28 mois. Par contre, la manchère, c'est pas déclenché, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que Nico n'est pas là. Mais merci à toi, mon cher Jordan, pour l'abonnement. Merci beaucoup, ça nous soutient. Activation de la manchère. Bah là, elle s'est pas déclenchée. Je sais pas pourquoi. Tiens, attends, on va le faire manuellement, comme ça. Hop, voilà. Vous avez vu? On le fait à la main. Bon, c'est comme ça. Voilà. Bon. Oui, donc des pubs pendant le live. Si vous voulez pas avoir de pub, ben, vous faites comme Jordan à l'instant. Vous prenez un petit sub, ça vous coûte à peu près 3-4 euros. Pendant 30 jours, vous êtes tranquille. Si vous êtes abonné Prime, bah, l'abonnement il vous est offert par Amazon Prime. Donc vous connectez à Prime Gaming et vous faites la petite manip. Et vous avez un abonnement gratuit offert par Amazon pendant 30 jours. Donc n'hésitez pas à le faire si vous êtes client Prime. Et puis sinon, bah, vous avez aussi la possibilité d'offrir à des gens que vous connaissez, qui sont peut-être amateurs d'aviation, des passionnés, vous pouvez leur offrir un sub, et comme ça, ils peuvent suivre l'émission pendant 30 jours tranquillement. Voilà. Ensuite, les replays, puisque l'émission avec Manon il y a 15 jours, donc Manon Simon qui est PNC dans une compagnie blanche et verte, celle-là, pour ne pas les citer, eh ben, l'émission elle est en ligne. Voilà, depuis cette nuit, donc vous pouvez aller voir le replay et revoir, si vous avez apprécié, cette émission qui parle d'hôtesse de l'air, de steward, les formations et comment ça se passe.
Voilà, j'ai fait à peu près le tour. Ce que je vous propose tout de suite, c'est de déposer ensemble le plan de vol de l'émission de ce soir. De quoi allons-nous parler? On le voit tout de suite. C'est parti. Voilà. Alors, je vais essayer d'incruster notre ami Nicolas. Voilà. Normalement, si tout va bien, hop, ça doit être ici. Voilà, on devrait retrouver Nico dans un instant. Il va apparaître, il est là. En plus, il vient d'éternuer. Juste au moment du passage à l'antenne. Est-ce que vous l'entendez, les amis? Pardon, excusez-moi. Vous allez me dire dans le chat si vous l'entendez. Normalement, ça devrait. J'ai le nez qui m'a chatouillé, du coup, il a explosé. Ah, voilà. Re-coucou. Oui, on t'entend. Bienvenue, mon cher Nico. Comment est-ce que ça va? Ça va très bien. Bon, parfait. Ah, il y a Sébastien Cognot qui est avec nous. Bienvenue. Bon, bah écoute, Nico, on déposait justement le plan de vol de ce soir. Et ici s'affiche le plan de vol de ce soir. Donc, actualité du terminal dans un instant. On en a 5. Ouais. On se veut des stars aujourd'hui. Oui. Comme toujours, comme souvent dans la zone aéro, des personnes de qualité. Actualité du terminal dans un instant, 5, même presque 6 petites news à vous partager. On va essayer d'être concis. Ensuite, la séquence du jour, stabilisée en croisière, vous en avez parlé depuis quelques semaines. Vous vous intéressez sûrement, ou probablement, à l'actualité, les missions de la gendarmerie nationale. On les voit sur les bords des routes, mais ils sont aussi en l'air. Et c'est de cela dont on va parler ce soir avec notre invité, le général Emmanuel Josse, qui est avec nous. C'est simplement le commandant des forces aériennes de la gendarmerie nationale. On ne peut pas faire mieux en la matière. Donc si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas à le faire dans le chat. Et on rappelle, pour les gens qui suivent l'émission qui ne sont pas sur Twitch, que vous avez la possibilité de créer un compte Twitch gratuit. Ça prend 2-3 minutes. Et après, vous pouvez intervenir dans le chat et venir poser vos questions qu'on reprend et qu'on peut relayer et qu'on peut poser à votre place. Donc voilà, vous aurez des réponses en temps réel. N'hésitez pas à le faire, évidemment. On parlera du bureau d'enquête et d'analyse et des formations dans la gendarmerie nationale, bien évidemment. Et en fin d'émission, comme d'habitude, les 5 dernières minutes, remise de gaz, qui ouvre les débats et qui nous permet aussi de vous parler des émissions à venir dans la zone aéro. Voilà pour le programme de ce soir. J'espère qu'il vous plaira. Il te plaît, toi, Nico, hein, je ne te demande même pas. Hein. Oui. Oui, bah voilà, parfait. Bien, eh bien, écoutez les amis, on attaque tout de suite les actus du terminal de ce soir. Et allez, on est parti pour les actus du terminal de ce soir. Je vais juste faire un petit réglage, c'est ça, voilà. Donc, on est parti. On va commencer par parler d'un avion. Voilà. Un Embraer 195 de Air Serbia qu'on va qualifier, hop, je vais mettre cette caméra-là, voilà, d'un petit peu optimiste. Et d'ailleurs, pourquoi on n'a plus Nico, là? Si, je sais pourquoi on n'a plus Nico. Non, attends, bouge pas, regarde. On va te faire réapparaître, là, normalement. Ah oui, mais moi, j'ai disparu, du coup. Voilà. Là, on va te récupérer. Donc là, Nico, tu peux réagir. Donc, on est parti le 18 février, c'était il y a quelques jours, hein. Un incident qui implique le vol JU324 d'Air Serbia. Vous avez l'avion en haut à gauche de votre écran, opéré par une autre compagnie, c'est souvent le cas, hein, même quand vous prenez des compagnies nationales, des fois elles sont sous-traitées, si j'ose dire, hein, opéré par Marathon Airlines, qui a suscité un certain nombre de préoccupations à l'aéroport Nikola Tesla de Belgrade. Pourquoi ? Ben, cet avion avait 106 passagers à bord, il était en route pour l'Allemagne, pour Düsseldorf, et malgré des conditions météo qui étaient tout à fait favorables, il y a probablement une erreur d'équipage qui a entraîné une série d'événements. Alors le vol était censé décoller de la D6, alors la D6, je ne sais pas si vous voyez bien sur votre écran, mais c'est la deuxième bretelle. Alors je vais essayer de placer mon curseur, je ne sais pas si vous allez le voir, voilà, si j'arrive à le placer, hop. Alors attendez, il faut que je clique au-dessus. Voilà. Normalement, c'est ici. Vous voyez? Donc on est quand même bien avancé sur la piste dans l'autre sens, hein, par là. Et en fait, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais l'équipage, eh ben, il n'a pas pris le D6. Il est venu ici, là, sur la D5. C'est-à-dire qu'ils se sont alignés là. Et ils devaient décoller comme ça.
Vous voyez le Ça fait problème? un peu court. Ah, ça fait un peu court pour un Embraer 195 avec 106 passagers à bord. Donc, le pire, c'est que l'équipage, il s'en est rendu compte. Puisqu'ils ont discuté avec le contrôle, et le contrôle a dit, mais si vous voulez, vous pouvez faire ce qu'on appelle un backtrack. Alors un backtrack, pour les non-initiés, le backtrack, c'est faire demi-tour quand on est sur la piste, et remonter la piste pour pouvoir reprendre un peu de distance, puis refaire demi-tour à nouveau et décoller. Donc en gros, on leur a dit, vous pouvez rentrer ici, voilà, et vous pouvez remonter jusqu'à là pour pouvoir faire demi-tour. Et c'est là où ils ont dit exactement ce que nous dit les repas. Ça passe, tranquille, on décolle de D5. Et évidemment, il y avait seulement 1273 mètres quand l'avion a commencé à décoller. Et ça n'a pas suffi. Et l'avion, en fait, il a quitté le sol là. Vous voyez? Donc, bien au-delà. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'alignement d'une piste pour aider les avions à atterrir sans visibilité? Ben, c'est simple, il y a des antennes. Et merci à Vin66 qui vient de prendre un billet et un abonnement. Merci à toi. Donc, ce qui devait se passer, c'est passé. L'avion, il a percuté des antennes. Vous voyez les dégâts qu'il y a sous l'avion en bas à gauche et au niveau de l'empennage à l'arrière. Donc, ça fait quand même un peu de dégâts. Mais l'avion, il a réussi à décoller. Il est monté jusqu'à 4000 pieds. Et puis, il a annoncé son intention de revenir à Belgrade. Sauf que il y avait du carburant. L'avion, il était trop lourd pour pouvoir se reposer. Il a fallu qu'il vole pendant 55 minutes. Autour, avec des dégâts sur l'avion, pour revenir se poser. Finalement, ils ont réussi à se poser sans dégâts. Alors, évidemment, bien que la piste soit restée... alors, il n'y a pas eu de victime, on rassure tout le monde, hein. Pas de victime. Il y a une enquête, évidemment, qui est en cours pour comprendre les raisons pour lesquelles cet incident s'est passé, cet accident même, puisque l'avion ne peut pas repartir tel quel. Et bien que la piste soit restée utilisable après l'accident, les dommages et les équipements ont limité la possibilité des avions à pouvoir se poser sans visibilité, donc en ILS catégorie 3. Donc ça a impacté quand même un peu le trafic aérien. Voilà, sans les antennes, ça passait crème. Oui, on peut le dire, mais il y a toujours des antennes. C'est là le problème. Voilà donc pour cette première actu. Si vous avez des réactions, n'hésitez pas à nous les écrire dans le chat. On continue avec l'enquête du BEA, donc le Bureau d'enquête et d'analyse, sur les accidents d'ULM entre 2020 et 2023. Donc l'article du BEA qui a été mis en ligne, alors vous le trouverez sur le site du BEA, résume les enquêtes menées sur 25 accidents mortels impliquant des ULM entre 2020 et 2023. Ces accidents ont impliqué différentes classes d'ULM, donc ça passe par les paramoteurs, les pendulaires, vous savez, les espèces de petites deltas là, avec, on va dire, un chariot en dessous avec un moteur, les multisacks qui ressemblent à des avions et les autogyres. Dans certains cas, les circonstances exactes des accidents restent incertaines en raison notamment du manque de preuves factuelles, et bien que des facteurs tels que l'aérologie ou bien les antécédents médicaux des pilotes aient pu être identifiés comme des contributions, des facteurs aggravants potentiels de ces accidents. Alors il y a 7 thèmes qui ont été mis en avant pour expliquer un petit peu d'où peuvent venir ces accidents. Premièrement, on parle de l'utilisation tardive ou quasiment de l'absence d'utilisation de parachutes de secours qui sont équipés sur certains ULM. On oublie de les déclencher, donc forcément, ça peut poser problème. Le deuxième point qui a été constaté, ce sont les accidents survenus lors, attention, de vols en groupe, soulignant le besoin d'une évaluation individuelle des risques et une surveillance accrue. En gros, on comprend le vol en patrouille. Parce que c'est ça. Et c'est bien une preuve, voilà, que ça s'apprend et qu'on n'improvise pas du vol en patrouille, ça comprend des risques. Il y a des choses qu'on ne voit pas quand on fait du vol très proche d'un autre avion, et donc il faut être formé pour ça, et c'est encore une preuve qui est démontrée ici. Les accidents liés aux prestations commerciales mettent en évidence la nécessité de maintenir la concentration du pilote malgré les distractions. En gros, on emmène quelqu'un faire un baptême, si on n'est pas vraiment formé pour et qu'on n'arrive pas à gérer justement ses passagers, c'est compliqué. Donc attention à ça. Les manœuvres dangereuses non nécessaires à la conduite normale du vol, soulignant des prises de risques et des conséquences potentiellement mortelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut traduire ça? Par de la voltige qui n'est pas autorisée sur un avion, par du vol trop bas, dépasser les limites de l'avion, ou faire ce genre de choses. Voilà.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les aspects médicaux qui mettent la lumière sur l'importance de l'auto-évaluation médicale du pilote pour évaluer son aptitude à effectuer un vol. Est-ce que je suis en état? Est-ce que je suis fatigué, pas fatigué? Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Est-ce que les conditions vont me permettre d'assurer la sécurité du vol? C'est des questions que tout le monde doit se poser. Enfin, la gestion des conditions aérologiques et des turbulences, soulignant les défis spécifiques au vol ULM dans des environnements aérologiques complexes. Les ULM sont des avions qui sont généralement plus limités, plus petits que des avions classiques, donc les limitations vont être présentes beaucoup plus rapidement, par exemple sur des turbulences, sur du vent, donc il va falloir faire encore plus attention que d'habitude, hein. Ultra léger motorisé, hein. C'est le gros problème. Oui, léger. Des fois c'est très léger même. Dire, hein. Bah, déjà ultra léger, donc... Et oui. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'entretien des aéronefs avec des recommandations pour améliorer les procédures de vérification et de maintenance pour prévenir les défaillances mécaniques. Donc ces thèmes récurrents mettent en évidence les domaines clés où des améliorations peuvent être apportées pour renforcer la sécurité dans l'aviation légère et notamment en termes de formation, de réglementation et de sensibilisation des pilotes, ce qu'on fait également au travers de cette rubrique. Voilà. C'est permis de faire de l'ULM avec le vent, bah oui, tant qu'on reste dans les limitations liées à la machine et à celle du pilote aussi. On continue avec, on va parler drone. C'est vrai qu'on ne parle pas souvent de drone, mais là on va parler drone avec le drone FC-30, le nouveau prototype, si on peut dire, de G, même plus que prototype, qui va être prêt pour la livraison. On parle de livraison par drone. Ce drone FC-30 est d'une envergure importante et il est prêt maintenant pour une diffusion mondiale puisqu'il a déjà été présenté en Chine en 2023 et son exploitation concernerait aussi la France. Avec un poids donc de 42,5 kg à vide et une capacité de charge de 95 kg, vous imaginez, c'est déjà pas mal, hein. Il utilise une motorisation coaxiale à 8 hélices, comme on peut le voir à peu près hein, sur la photo d'illustration. Il offre des dimensions assez impressionnantes puisqu'il va faire quasiment 1 mètre sur 1 mètre, replié, et quasiment 2,80 m par 1,90 m quand il est déplié en situation de vol, presque 1 mètre de haut. Il est principalement destiné à la livraison aérienne, il va surmonter des obstacles de terrain complexes ou des terminaux de transport. Le FC-30 est adapté à des environnements difficiles, inaccessibles par des moyens de transport classiques, comme des zones sinistrées par exemple. Il peut voler dans des situations extrêmes entre -20 et plus 45 degrés avec des vents qui peuvent aller jusqu'à 43 km/h. Il peut opérer jusqu'à 3000 m d'altitude et 16 km de rayon d'action, ce qui est plutôt pas mal. Sa charge utile va varier selon le mode de fonctionnement, puisqu'il y a différents modes de fonctionnement sur ce drone. Il y a un mode cargo, où il peut transporter un caisson de 70 litres, comme ce que vous voyez sur la photo, et en mode winch, il peut transporter un seuil motorisé, hein, qui est fixé, et qui va pouvoir transporter également jusqu'à 40 kg. Pour la sécurité, il est équipé de multiples systèmes de redondance, un double radar qui va scanner son environnement, des systèmes optiques binoculaires qui vont capter aussi les obstacles, et puis un récepteur ADS-B pour capter éventuellement les avions ou les autres appareils qui sont dans le secteur. Il dispose également d'un parachute pour un atterrissage sûr en cas d'urgence, et le contrôle est assuré par le logiciel G-Pilot 2 et la suite logicielle G-Delivery Hub, qui offre une planification des opérations, une surveillance en temps réel et une gestion des ressources qui vont permettre, peut-être plus tard, avec une nouvelle réglementation, de faire de la livraison par drone. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la livraison par drone? Vous pensez que c'est l'avenir ou pas? Dites-nous. Oui, enfin moi oui, je pense que oui. Hein. Voilà, je pose la question. Il y a déjà des journalistes, un drone, hein, on a vu dans Retour à le futur. Ah oui. Donc ça va être tout pareil. Hein. Bon. On continue avec une fissure. Alors vous allez dire, on en veut à Boeing, mais non, pas du tout. Hein. On n'en veut pas à Boeing. Mais ceci dit, lundi, lors d'un vol à plus de 8500 mètres d'altitude, c'est le pare-brise d'un 737 MAX qui s'est fissuré, sans toutefois provoquer de dépressurisation, heureusement. L'avion est opéré par Smartlinks Airlines Malta et le vol reliait Istanbul à Stuttgart, en Allemagne. Le pilote a réussi à atterrir en sécurité à l'aéroport de Stuttgart 25 minutes après
le décollage, il est resté au sol environ pendant 5 heures avant de repartir vers Istanbul. Et malgré cet incident, le Boeing 737 MAX est resté immobilisé au sol 16 heures après son atterrissage. Donc il y a eu quand même pas mal de choses à faire dessus. Et bien que ça puisse sembler préoccupant, hein, de tels incidents sont relativement courants dans l'aviation générale et sur d'autres modèles, comme en témoignent de nombreux rapports de fissures sur les pare-brises. En février dernier, il y a une fissure sur un pare-brise d'un Boeing 787-900 qui reliait Milan à Mascate qui a été signalé. Et un incident similaire s'est produit fin janvier sur un Airbus A320-200. Donc ça touche beaucoup d'appareils, étant donné que c'est vrai qu'à l'extérieur il fait froid, les pare-brises souvent sont chauffés, donc il y a des écarts thermiques qui peuvent expliquer aussi pourquoi ils sont fragiles. On continue avec donc cette avant-dernière news. On parle du Comac 919. Vous ne trouvez pas qu'il est le nerf d'Airbus cet avion? Et ça se passe à Singapour. C'est le fameux avion de ligne chinois qui fera ses débuts et qui commence d'ailleurs à faire ses débuts puisque c'est ouvert depuis hier, le salon aéronautique de Singapour du 20 au 25 février. Sa confirmation a été confirmée par les organisateurs et il est bien sur place. Et bien que ce soit sa première exposition internationale, l'avion était présent lors des événements Air Show China, par exemple, en novembre 2022. Il faut savoir que China Eastern Airlines, il y a 4 exemplaires qui ont été livrés et 759 commandes fermes, principalement des compagnies aériennes chinoises. Elles achètent local. Et donc, elles choisissent le C919, qui utilise d'ailleurs des systèmes occidentaux et chinois aussi. Il est équipé de turboréacteurs CFM international LEAP-1C. Et voilà, donc le C919 peut accueillir jusqu'à 168 passagers. Il a une autonomie de croisière de 4075 à 5500 km. Il a des variantes, des rallongés ou raccourcis, hein, qui s'inspirent un petit peu de ce qu'on fait. Et puis, malgré des débuts lents et son lancement en 2008, hein, ça date pas d'aujourd'hui, le programme a progressé avec le premier prototype en 2015, le premier vol en 2017, et la livraison du premier avion a eu lieu en décembre 2022, premier vol commercial en mai 2023. On peut dire qu'ils sont sur une phase de lancement. Et tenez-vous bien, pour la petite anecdote, vous voyez sur la photo en bas à droite, on voit les portes de secours. Et ben, ce sont les mêmes que sur les 737 MAX. Je ferme la parenthèse. Et on termine avec cette dernière petite actu qui est tombée hier et on a eu les vidéos aujourd'hui. Regardez bien, ça va vous parler. Voilà, on est ici sur la base aérienne de Nîmes-Garons, donc la base aérienne de la sécurité civile. Et ce que vous voyez passer, c'est le tracker, le Grumman Tracker T15, qui a été remis en vol par les mécaniciens et qui part du côté d'Alençon, puisque nous aurons la chance de pouvoir le voir voler en meeting. Écoutez, on entend les turbines, voilà, il fait coucou. Donc il est parti de Nîmes-Garons pour rejoindre l'association alençonnaise des avions anciens. Et là, on va voir l'arrivée, accueilli par les pompiers. C'est joli. C'est excellent, ça va. Ouais. Alors je vais baisser un peu le son là parce que voilà, ça arrache un peu. Donc on le voit arriver, le tracker T15, il ne sera pas tout seul, puisqu'il y aura un deuxième tracker qui va être mis, qui va être conservé en fait en état de vol et qui sera présenté, qui devrait être du côté de Corba, je crois, si je ne m'abuse. Voilà, on le voit, il est tout beau, ce tracker. Voilà, c'était pour lui faire un petit coucou, hein, parce qu'il est parti d'ici, donc coucou à lui. Voilà, on a terminé les actus de ce soir. Si vous souhaitez réagir dessus, vous pouvez le faire dans le chat, bien sûr. Ouais, Free Flight a entendu passer au-dessus du taf, c'est ça. Donc ça, c'était hier. Voilà. Donc n'hésitez pas à réagir et à commenter si vous le souhaitez. Et dans un instant, on va partir du côté d'où? Du côté de la gendarmerie nationale. On va parler d'hélicoptères et on va accueillir notre invité qui est avec nous. On va lancer tout de suite le générique. C'est stabilisé en croisière pour notre séquence de ce soir. Et on accueille notre invité. C'est parti. Et la zone aéro de ce soir est heureuse d'accueillir avec nous le général Emmanuel Josse qui est avec nous. Bonjour mon général, est-ce que vous nous entendez bien? Bonsoir à tous, je vous entends parfaitement. Parfait. Bonsoir.
Bon voilà, les présentations, donc Emmanuel qui est avec nous ce soir, le chat qui est aussi connecté, et évidemment on va pas changer une équipe qui gagne, j'ai envie de dire, donc on va tout de suite faire la minute de présentation. Donc Emmanuel, ce qu'on va faire, c'est que je vais te lancer un petit chrono qui va être à la place de nous là, sur le côté gauche, ou droit plutôt de l'écran. Et pendant 1 minute, eh ben, on va faire une petite présentation et après, on discute, on répond aux questions du chat et on passe un bon moment. OK ? Eh bien, moi, bonsoir à tous. Je m'appelle Emmanuel Josse, je suis général de gendarmerie et je commande les forces aériennes de la gendarmerie. Voilà, j'ai 54 ans, je suis pilote d'hélicoptère. J'ai donc commencé par faire une école d'officier. J'ai choisi la gendarmerie à l'issue. La gendarmerie m'a envoyé faire une formation de pilote d'hélicoptère en 1994 à l'école de Dax, au sein de l'école que connaissent bien les pilotes d'hélicoptère, notamment militaires. J'ai pu être formé, entouré de marins, d'aviateurs, de pilotes de l'armée de terre. Et j'ai ensuite rejoint la gendarmerie fier d'avoir reçu mon brevet de pilote. Et j'ai pu commander un certain nombre d'unités opérationnelles aériennes au sein de la gendarmerie. Donc on appelle ça des sections aériennes de gendarmerie, des SAG. J'ai commencé par être le numéro 2 de la section aérienne de Hyères. Donc j'ai commencé sur la façade méditerranéenne, puis je suis parti en Bourgogne à Dijon, où j'ai pu voler sur le Jura notamment. Et puis ensuite, j'ai commandé la section aérienne de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, où j'ai pu réaliser toutes les missions de la gendarmerie et appuyer toutes les missions de la gendarmerie sur l'arc antillais, notamment sur le trafic sur la lutte contre le trafic de stupéfiants, sur les îles de Saint-Martin, Saint-Barth. Et puis ensuite, je suis revenu en métropole, j'ai pu passer l'école de guerre, j'ai eu un certain nombre de postes à responsabilité, j'ai une parenthèse en dehors de l'aéronautique, et je suis revenu au sein de l'aéronautique en étant directeur adjoint du bureau enquête accident pour l'aéronautique d'État, donc l'organisme qui fait les enquêtes suite aux événements aériens, aux accidents. Et puis voilà, j'ai commandé, depuis 2020, je commande les forces aériennes de la gendarmerie. Voilà pour, je sais pas combien de temps je suis. Ah ben là, ça doit faire pas loin de 2 minutes, mais quel parcours! Il fallait au moins 2 minutes. Hein. Voilà, ouais, c'est ça. Alors moi, la première question que j'ai envie de te poser, Emmanuel, c'est est-ce que c'est pas trop dur quand même de passer de Dijon aux Antilles? Alors non, c'est pas dur du tout. C'est un peu plus difficile de passer de Hyères dans le Var vers Dijon. Ouais. Le brouillard, le froid, donc non, mais en revanche de passer de la Bourgogne, qui est une magnifique région, aux Antilles, non, ça se fait, c'est plutôt intéressant. Après, bien sûr, c'était une expérience pour moi, une découverte de découvrir l'environnement tropical. Mais c'est tellement, en fait, le métier est tellement dense, passionnant et diversifié que non, ça a été un vrai plaisir de travailler sous les tropiques. Ouais. D'accord. Nico? Ouais, moi je vais, parce que d'après ce que j'ai compris, donc tu avais envie d'abord d'être gendarme, c'est ça? Et après, tu es devenu pilote d'hélicoptère, parce que la gendarmerie, elle t'a proposé un poste là-dedans. Mais avant ça, est-ce que tu avais un intérêt pour l'aviation, l'aéronautique, quelque chose avant de... Alors en fait, bon, moi je suis parisien, hein, je suis né dans l'est parisien, issu d'une famille d'enseignants, donc je connaissais à peu près rien à la gendarmerie, ni à la gendarmerie, ni à l'aéronautique en arrivant au niveau du bac. Et puis, je voulais quand même, j'étais un petit peu orienté vers une carrière militaire, donc j'ai eu l'ambition de passer un concours pour entrer à l'école de Saint-Cyr, de Saint-Cyr, l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Je suis passé en prépa donc au lycée militaire de Saint-Cyr l'école pour ça. Et en fait, c'est en préparatoire au sein d'un lycée militaire, j'ai commencé d'une part, certains camarades parlaient de la gendarmerie et d'autre part, j'ai entendu certains camarades parler de l'aéronautique et notamment du monde des hélicoptères. Et les deux discours m'ont conjointement beaucoup intéressé, donné envie. Et clairement, en fait, quand j'ai la chance de réussir et à rentrer à Saint-Cyr, en sortie d'école, je peux faire le choix entre rester dans l'armée de terre, rentrer dans la latte,
parce que je savais que j'étais apte à être pilote. J'avais passé les tests psychotechniques, donc j'étais apte à être pilote d'hélicoptère. Et j'ai eu le choix entre la LAT et la gendarmerie. Ouais. Et j'ai hésité 48 heures. Je me suis un peu renseigné en 48 heures et en fait j'ai eu la chance de pouvoir choisir la gendarmerie. Alors j'ai pris un risque parce qu'en choisissant la gendarmerie, je n'étais pas tout à fait sûr d'occuper des fonctions aéronautiques, mais le risque était assez maîtrisé. Et en fait, 2 ans plus tard, je suis envoyé en stage pilote à Dax, comme je le disais tout à l'heure, et voilà, et c'est le début d'une carrière à la fois de gendarme, d'officier de gendarmerie et de pilote. Voilà. Donc j'ai pu un peu concilier mes 2 envies, mes 2 idéaux. J'ai eu cette chance-là. Voilà. Ah bah ça c'est bien. Alors j'ai une question, parce qu'on dit force aérienne de la gendarmerie. Est-ce qu'il y a des avions aussi? Alors, il n'y en a plus, mais il y en a eu. C'est-à-dire que pendant... Alors en fait, je vais un petit peu parler, si ça vous intéresse, de l'histoire des forces aériennes de la gendarmerie. Vous nous aviez dit que c'était un anniversaire, là. Il y avait eu un anniversaire. Oui, alors on est en 2024. Les forces aériennes sont nées en 1953. L'histoire commence par un officier de gendarmerie qui part à New York au début des années 50, qui découvre, et à l'époque c'était le tout début de l'hélicoptère, qui découvre des Bell 47 qui volent au sein de la police de New York. Il revient en France et il se dit mais c'est formidable comme outil, notamment pour faire des missions de police, de sécurité publique. Et il a réussi à convaincre ses chefs de rentrer, de tenter cette aventure. Ce sont vraiment les pionniers. Hein. Et à l'époque, qui forme au pilotage de l'hélicoptère au sein de l'État, de l'administration publique? En fait, c'est l'armée de terre qui envoie ses premiers pilotes, qui forme ses premiers pilotes. Et on est dans le contexte de la guerre de Corée et puis le début de la guerre d'Indochine. Et l'armée de terre fait un deal avec la gendarmerie et dit « Ok, on vous forme vos pilotes à la condition qu'ils viennent servir un certain nombre de mois, je crois que c'était 12 mois à l'époque, en Indochine. » Donc nos premiers gendarmes qui lèvent le doigt pour être pilotes, ils sont en effet formés par l'armée de terre, mais ils sont derrière tenus d'aller servir en Indochine. Et on a d'ailleurs malheureusement notre premier mort en service aérien commandé, c'est un pilote, un garde républicain, qui est tué sous le feu de l'ennemi lorsqu'il faisait, en fait les missions qu'ils étaient les missions de nos pilotes à l'époque, ils extrayaient les blessés au contact de l'ennemi et les extrayaient vers des hôpitaux de campagne, vers Saïgon ou autres. Et c'est cette mission de secours dans des conditions extrêmement rustiques et dangereuses que les premiers gendarmes ont réalisé leur mission aérienne. Et quand ils reviennent en France, ils expliquent ce qu'ils font. Et en fait, à l'époque, la gendarmerie, au sein de l'estafette de gendarmerie, il y avait un brancard. Hein. Les services de secours n'étaient pas aussi structurés qu'aujourd'hui. Et le gendarme faisait un peu tout. Il faisait la circulation routière, la sécurité publique, mais aussi un peu de secours. Et en fait, les premiers hélicoptères de la gendarmerie, donc en 1954, le premier Bell 47 est acheté par la gendarmerie. Eh bien, il commence par faire des missions. C'est aussi le contexte du développement de l'industrie automobile, de la création des autoroutes. Et malheureusement, les Français se tuent par dizaines de milliers sur la route et se blessent par centaines de milliers. Et c'est précisément cette mission de secours qui débute l'aventure. Mais très vite, l'hélicoptère, on comprend toute sa polyvalence et tout ce qu'il permet de faire, et on l'emploie tout de suite, en fait, aussi sur des missions de sécurité publique, de recherche de malfaiteurs, de recherche de braqueurs, de police judiciaire, d'observation, etc. Et donc, pour répondre à la question, donc on achète au départ en 1954 des Bell 47. Très vite, l'industrie aéronautique française, c'était Sud Aviation à l'époque, prend conscience qu'il y a un marché local et européen, et ils fabriquent la fameuse Alouette 2, et que la gendarmerie s'empresse d'acheter pour acheter français. Le contexte des années 50, c'est aussi le développement du tourisme en montagne, et notamment en haute montagne. Il y a un fait divers assez célèbre à l'époque qui avait fait la une de Paris Match, où il y a 2 étudiants
qui partent en randonnée, pas très bien équipés sur le Mont Blanc. L'Alouette 2 de la gendarmerie part pour les secourir, et il y a un suraccident. Enfin, l'Alouette 2 se crache malheureusement. Elle n'était absolument pas motorisée pour monter en si haute altitude. Et c'est le départ d'une réflexion pour remotoriser l'Alouette 2, et ça va donner l'Alouette 3. Donc, je ne sais pas si vous visualisez. L'Alouette 2, d'ailleurs, les blessés, ils étaient sur un brancard qui était extérieur à la bulle, à la cellule, ce qui créait quand même des complications pour le confort des blessés. Et l'Alouette 3, eh bien, c'est une bulle beaucoup plus large, une cellule beaucoup plus large, et vous avez le brancard qui est intégré à la cellule, plus un moteur qui est beaucoup plus puissant et qui peut permettre de poser sur le Mont Blanc au sommet à plus de 4000 mètres. Voilà. Et donc, je continue sur l'histoire, mais je vais peut-être vous laisser poser des questions, mais je continue pour arriver aux avions. Pour arriver aux avions, donc Alouette 2, Alouette 3, on arrive aux années 60, donc on est sur ces deux appareils, et au début des années 70, on achète des avions, et on les aura pendant une vingtaine d'années. Alors ça commence par des Nord 3400, et ensuite ça passe sur des Cessna 172. Voilà. Et donc on a des avions qui nous permettent de faire des missions d'observation et parfois de filature ou de transport tout simplement d'équipes d'intervention voilà, pour aller vite, se projeter assez rapidement sur un site. Voilà pour répondre à... Et malheureusement en 95, on voulait... Alors nos vieux Cessna étaient un peu obsolètes. On avait l'ambition d'acheter des TBM 700. Et puis les armées nous ont dit non, vous inquiétez pas, on vous transportera, parce que c'était dans le cadre. Les armées achetaient les TBM 700 qui volent encore aujourd'hui. Donc c'est eux qui feraient la mission, quoi. Voilà. Et donc la gendarmerie a renoncé, pour des raisons économiques et budgétaires, a renoncé à cette aventure de l'avion. Et c'est recentré sur les hélicoptères. S'il n'y avait pas cette question économique, est-ce qu'il y a un manque de l'avion ou il y aurait une utilisation... Alors c'est une bonne question. Alors moi je dirais aujourd'hui que oui, l'avion serait un outil très pertinent sur certaines missions. Et je pense sur des missions qui alors bien sûr le transport, la projection de forces, d'équipes d'intervention, d'experts, etc. Mais aussi pour durer longtemps sur des observations sur les frontières de la France ou sur des zones maritimes où on a à surveiller de vastes zones où il faut rester longtemps en l'air. Et un avion doté d'un système optronique, c'est plutôt un dispositif intéressant pour pouvoir réaliser certaines missions. Hein. D'accord. Ouais. Mais bon, ceci étant dit, on ne peut pas non plus multiplier à l'infini les vecteurs. Et aujourd'hui, la réflexion est tellement avancée que le format visé par la gendarmerie, c'est bien avoir une flotte, maintenir et développer et renouveler sa flotte d'hélicoptères, tout en creusant le concept des drones, parce que c'est bien les drones qui est porteur d'avenir. Et qui, alors bien sûr, c'est un pilote qui le dit, et longtemps, j'ai pu mener moi-même quelques guerres de résistance aux drones, mais aujourd'hui, c'est fini. Enfin, il faut résolument voir l'avenir en face, et l'avenir aéronautique, il est porté sur les drones notamment, et en complément d'ailleurs des hélicoptères ou des avions, mais les drones pourront faire des choses assez intéressantes et sur certains créneaux qui pourront être à bien meilleur coût, pourront donner des résultats à peu près équivalents que l'hélicoptère ou l'avion. Ouais, c'est vrai, enfin, après c'est mon avis, mais c'est vrai que surveiller une autoroute, un drone, ce serait peut-être plus adéquat maintenant, vu la qualité des drones de maintenant, de surveiller à distance. Hein. C'est vrai. Alors, une précision, ça fait bien longtemps que la gendarmerie ne surveille plus les autoroutes en hélicoptère. Hein, ça fait bien longtemps que ça ne se fait plus. Aujourd'hui, on est recentré sur des missions cœur de métier, de sécurité publique, de lutte contre la délinquance, et voilà, plutôt vers le haut du spectre. Et on ne perd plus, on ne crame plus d'heures de vol sur de la surveillance autoroutière. On peut se faire ça par des moyens beaucoup moins onéreux. D'accord. Voilà.
Oui, allez-y. Non, mais je voulais juste continuer un petit peu sur l'histoire des hélicoptères. Donc, je parlais des avions et des années 70, on était un peu bloqués aux années 70. Dans les années 70, il y a l'industrie aéronautique française qui développe leur best-seller avec l'écureuil. Hein. Donc, c'est Aérospatiale, qui deviendra Eurocopter, qui aujourd'hui s'appelle Airbus Helicopters, qui donc fabriquent, conçoivent ce grand succès mondial, parce que l'écureuil est aujourd'hui l'hélicoptère qui vole le plus au monde, hein, encore aujourd'hui. C'est le plus vendu au monde et c'est celui qui vole le plus. Et la gendarmerie se dote de ces hélicoptères très polyvalents, très agréables à piloter. Et ça nous amène jusqu'à la fin du XXe siècle, où là, l'industrie aéronautique réussit à faire une action de lobbying sur la Commission européenne pour pondre un règlement européen qui impose d'utiliser des biturbines pour voler sur les villes. Et alors la gendarmerie qui n'était pas concernée par cette réglementation, qui ne concernait que les avions privés et commerciaux, a fait le choix de converger vers la réglementation européenne, et on s'est doté, donc on a commencé à se doter de biturbines, et comme il était l'heure de remplacer nos Alouette 3, on a acheté des EC145, le modèle C2, qui nous a permis d'améliorer largement la qualité du service rendu en haute montagne notamment, et qui nous a permis aussi de commencer à transporter des petites équipes, jusqu'à 5-6 gendarmes pour l'intervention, et c'était quand même c'était intéressant. Et après, il y a eu en 2005 les émeutes urbaines, je ne sais pas si vous vous souvenez, où là on a pris conscience qu'il fallait apporter aux commandants opérationnels toute une vision globale et en direct, en temps réel, de la situation sur le terrain. Et il était utile de se doter d'hélicoptères dotés de systèmes optroniques, de caméras de retransmission qui nous permettaient de voir aussi bien de jour et la nuit avec l'infrarouge. Et donc c'est à partir de après 2005 qu'on s'est doté et qu'on a commencé à remplacer quelques écureuils par des EC135 dotés de cette fameuse caméra optronique, qui nous permet aujourd'hui de diffuser un point de situation en temps réel aux chefs opérationnels. Qui sont très performantes. Vous, gendarme, votre premier appareil, quand vous êtes... Alors moi quand je suis arrivé, j'étais c'était une époque où les Alouette 2 avaient été toutes remplacées venaient d'être toutes remplacées par des écureuils. Donc j'ai commencé sur écureuil. J'ai été formé à Dax sur Alouette 2. Donc j'ai commencé sur Alouette 2. Je suis passé à Dax ensuite sur Gazelle. C'est un hélicoptère formidable. Et ensuite, au sein de la gendarmerie, j'ai été qualifié sur écureuil, puis sur Alouette 3 aussi, puisqu'on avait encore des Alouette 3, c'était avant l'arrivée des EC145. Alors, on en a parlé. C'est un bel hélicoptère. D'Arabi Jacob, le ministre, il dit bien. Il vient vous chercher dans notre dernier modèle. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, il parle de mémoire. Il parle d'une Alouette 2 ou d'une Alouette, et en fait, c'est une Gazelle. Oui, voilà. En plus, je vais passer un peu sur les écoles. Alors, parce que dans l'armée de l'air, il y a 2 filières. On peut sortir avec le bac et puis avoir une filière militaire de pilote militaire, et on peut rentrer aussi à l'école de l'air pour devenir après officier et puis faire sa carrière au sein de l'armée de l'air. Est-ce qu'un peu dans la gendarmerie, c'est pareil? Alors la gendarmerie, c'est un petit peu différent. En fait, les filières, l'idée principale déjà, de base, c'est que pour être pilote ou mécanicien, et je parlerai aussi des mécaniciens parce qu'on a développé une filière très intéressante. Et on est les seuls à avoir développé ce type de filière, je vous expliquerai pourquoi. Mais pour être pilote, il faut d'abord être gendarme chez nous. C'est-à-dire que soit vous passez un concours, quel que soit votre niveau académique, alors il faut avoir le bac. Mais après, soit vous avez le bac, niveau bac, ou un peu plus, et vous passez le concours de sous-officier de gendarmerie, soit vous avez le potentiel pour faire une classe prépa ou des titres universitaires qui pourront vous permettre
d'intégrer l'école des officiers de la gendarmerie qui est située à Melun pour être officier. Mais en tout cas, il faut être gendarme. Ouais. Soit sous-officier, soit officier. Et c'est une fois que vous êtes gendarme, que vous sortez de l'école, soit de sous-officier, soit d'officier, vous postulez, vous candidatez pour être pilote, ou personnel navigant, ou mécanicien. Et là, vous faites des tests. Alors, c'est les mêmes tests pour les pilotes que ceux de la LAT. Ils se passent à Vincennes. Hein. C'est les tests organisés par la LAT au centre de sélection de Vincennes. Et des tests psychotechniques qui se passent sur 2 jours. Et c'est fort de cette sélection que ensuite vous êtes envoyé à Dax pour être pilote. Voilà. Sachant que cette année, en 2024, on va un petit peu innover en gendarmerie, c'est-à-dire que on va continuer bien sûr à envoyer des pilotes à Dax, mais on va commencer, c'est la première fois de l'histoire, on va commencer à externaliser la formation de certains pilotes et qui seront donc envoyés dans une structure privée pour faire une formation qui est calquée directement sur la formation de Dax. Ouais. Voilà. Donc on aura cette double filière. Pourquoi on fait ça, c'est déjà parce que l'école de Dax est pas mal engorgée. Tout le monde veut être formé à Dax. Tout le monde, dans le contexte géostratégique d'aujourd'hui, on a un besoin fort, et tout le monde a des besoins forts de pilotes d'hélicoptères. Donc nous, la gendarmerie, autant que les autres, mais pas plus que les autres, et donc d'ailleurs on n'est pas les seuls à innover en externalisant la formation. Voilà, on est plusieurs, formation publique, administration publique, à tenter ce parcours un petit peu innovant. Et là, on parlait des drones, là, c'est pareil, il va falloir mettre en place une formation de pilote de drone aussi. Alors oui, sur les drones, alors ça fait maintenant quelques années, pas mal d'années, une petite quinzaine d'années, que la gendarmerie a des télépilotes de drones. Mais aujourd'hui, on parle, quels sont les drones de la gendarmerie? C'est des micro-drones. Donc c'est des drones qui font en général 5 kilos. On a parfois des mini-drones qui peuvent aller jusqu'à 15-20 kilos. Mais ça reste quelque chose d'assez assez rudimentaire, avec des autonomies qui ne sont pas excessives, qui ne sont pas énormes. On dépasse difficilement la demi-heure de vol. Ces télépilotes-là, ils ne sont pas professionnalisés, c'est-à-dire que ce sont des gendarmes qui ont un métier à côté, un métier de gendarme. Donc ils ne font pas à 100% du télépilotage. En revanche, la gendarmerie réfléchit, en train de travailler sur le concept du drone de sécurité publique. Donc il y a un drone construit pour nos missions sur le territoire national, c'est-à-dire dans le ciel national avec la densité qu'on lui connaît. Et comme on vise des drones qui ont besoin de voir le sol, on oublie tout de suite les drones mâles et avec la capacité radar pour percer les nuages. Ça ne nous intéresse pas tant que pour les missions de gendarmerie. Donc on est sur des drones qui vont plutôt évoluer autour des 1000 pieds, 1500 pieds, enfin en gros entre 500 et 1500 pieds, donc sous la couche nuageuse quand il y en a. Donc dans un environnement qui est un peu compliqué en France, qui est très dense, avec, vous imaginez, tous les aéroclubs qui volent, tous les hélicoptères qui volent, tous les ULM qui volent, les planeurs, etc. Ouais. Donc, sur étagère, vous n'avez pas aujourd'hui un drone qui est capable de s'insérer hors vue dans un espace aérien ségrégué ou contrôlé ou non contrôlé, où ça n'existe pas. Donc, nous, on travaille dessus. Et la gendarmerie travaille sur ce concept innovant pour pouvoir créer un drone. Alors, ce sera plutôt de la voilure fixe. Les micro-drones qu'on exploite aujourd'hui, c'est des quadricoptères la plupart du temps. Là, on passerait sur de la voilure fixe. Comme disaient les hélicoptéristes, des paralysés de la voilure. Et donc, là, pour le coup, les télépilotes, sur ce modèle, cette envergure, parce que ce sera quand même des petits avions, là, ce sera des télépilotes professionnalisés. D'accord. Voilà. Donc ça, là, je vous parle de la gendarmerie dans la décennie qui vient, quoi. C'est notre objectif sur les 5-6 ans à venir, c'est de pouvoir mettre en œuvre, concevoir, expérimenter et mettre en œuvre un drone de ce type. Donc c'est vraiment court terme, quoi. Oui, c'est assez court moyen terme. Ok. Oui.
Alors, on y croit beaucoup. Quelques questions dans le chat là qui sont déjà arrivées. J'en ai sélectionné quelques-unes. On parlait tout à l'heure, alors on va l'afficher. On parlait du peloton d'hélicoptères des Gazelles. C'est Sébastien qui nous demandait de quel c'était en fait. Hein. Celui, le premier avec les Gazelles, je pense. Alors non, alors la gendarmerie n'a pas de Gazelle. Moi, j'ai été formé à mon époque, ma génération, on a été formé sur Gazelle, mais c'était que au sein de l'école de Dax. Ouais. Donc la gendarmerie, je le rappelle, hein, donc historiquement, on a eu des Bell 47, puis des Alouette 2, des Alouette 3, des Écureuils, des EC 145, des EC 135, et demain, quand je dis demain, c'est d'ici 3 ans, on va avoir du H160. Ok. Voilà, c'est-à-dire qu'on les a déjà commandés, qui sont en cours de fabrication, le temps qu'on se prépare, voilà. Donc c'est à qui on va avoir une petite flotte de H160. Donc là, on passe, hein, je ne sais pas si vous visualisez le H160, mais on arrive sur la classe des 6 tonnes. Hein. Donc c'est le double de notre plus gros hélicoptère d'aujourd'hui, le H145. Donc là, c'est encore une autre dimension. C'est un hélicoptère qui, j'ai eu la chance de le piloter au sein d'Airbus et c'est un hélicoptère assez extraordinaire. Ok. Bah justement, il y avait cette question. Que pensez-vous du choix de doter les forces aériennes des H145 et des H160 vous pose Olivier Guillemont. Alors, c'est une question qui fait débat, faut le savoir. Vous savez, connaissez autant que moi le monde de l'aéronautique, c'est un monde de passionnés, un monde parfois hyper spécialisé aussi. Et donc, comme tous les experts et hyper spécialistes, vous avez autant d'avis qu'il y a d'experts. Ouais. Alors sur le H145, il y a vraiment pas de débat parce que on parle du H145D3, c'est-à-dire la version ultime de la plateforme 145. Hein. Nous, on exploite aujourd'hui des EC 145C2 qui commencent à être un peu obsolètes, qui surtout en haute montagne. En fait, nos pilotes, les pilotes de haute montagne, c'est assez incroyable, mais sur 5-6 ans, je dis bien 5-6 ans, ont vu leur marge de puissance se réduire significativement l'été. Ah oui. C'est-à-dire que le même hélicoptère, il y a 6 ans, avait une marge de puissance, au regard des températures de l'époque, hein, plus importante que sur ces 3-4 dernières années. Ouais. Donc, à l'échelle de moins d'une décennie, on a vu sur nos écrans, hein, sur nos indicateurs, on voit se fondre notre réserve de puissance. Ah, c'est fou, ça. Voilà. Donc ça, c'est assez incroyable. Mais c'est dans notre créneau aéronautique, c'est un indicateur, une fois de plus, du réchauffement climatique. Et ça nous pose problème parce qu'en fait, les altitudes où on pouvait poser il y a 10 ans, on ne peut plus poser aujourd'hui. Ouais, c'est fou. Hein. Voilà. D'où la nécessité de remplacer avec le H160. Voilà. À 2 vies de masse égales, il y a 10 ans on posait, aujourd'hui on ne pose plus. Ouais. Voilà. Donc il devient vraiment urgent de remplacer ces hélicoptères, et donc c'est l'objectif d'acheter des H145D3. Donc ça fait pas débat. En revanche, le H160 peut poser, alors c'est souvent nos anciens qui ont connu ces petits hélicoptères, hein, que je décrivais, qui sont des hélicoptères très légers, et avec cette idée que nous on est vraiment la cavalerie légère, si vous voulez, historiquement. C'est-à-dire qu'on pose partout. Avec un écureuil, avec une Alouette 2, avec une Alouette 3, vous posiez partout. Ouais. Un bout de clairière, entre 2 arbres, quel que soit, en regardant un peu les abacs, on regarde l'altitude, mais c'est extrêmement des hélicoptères extrêmement souples d'emploi. Et donc le H160 avec ses 6 tonnes, c'est vrai que nos anciens s'interrogent d'une part sur oui, mais attention, ça va souffler beaucoup plus, ce qui est vrai. Ça prend beaucoup plus de place, l'envergure est de fait plus importante, et donc il y a un certain nombre de DZ qu'on utilisait qu'on ne pourra plus utiliser. Donc cette réflexion est exacte, hein. Pour autant, c'est pas un sujet, parce que en fait on a déjà connu
un phénomène un peu similaire, c'est à l'arrivée justement des C-145 qui remplaçaient les Eagle 3. Au départ, on nous disait, il y a 20 ans, on disait, mais vous êtes fous, on va tuer des gens en montagne avec le souffle, on pourra plus, ça va être dangereux pour les secouristes. En fait, pas du tout. On a surtout gagné en sécurité et on peut emporter plus de secouristes, donc réaliser plus de matériel, donc réaliser les secours avec plus de sécurité au final. Mais il y avait toujours cette crainte un peu légitime, peut-être fondée sur un raisonnement un peu rapide, mais au final, on a vraiment gagné en sécurité. Donc c'est vrai que le H160 nous imposera de travailler un peu autrement, c'est tout à fait vrai. Il faudra revoir certaines des aides, mais en même temps, ne serait-ce que le pilote automatique, 4 axes, voilà, la fluidité, l'ergonomie avec laquelle on pourra conduire la mission est telle que la décharge mentale du pilote et des membres d'équipage est telle qu'en fait on gagne, il y a des gains significatifs. Voilà. Il faudra juste un peu travailler autrement. Oui, d'accord. Donc c'est une adaptation. Et pour finir avec le H160, pourquoi on achète du H160 ? C'est pas pour le plaisir de changer, c'est surtout pour doter la gendarmerie d'une vraie capacité de projection. Et je reviens aux avions. On avait cette capacité un peu de projection à l'époque, là on va la retrouver, et c'est encore mieux parce qu'il s'agit d'hélicoptères, c'est-à-dire qu'on pourra vraiment décoller de quasiment n'importe où et atterrir presque n'importe où. Donc ce sera une capacité de projection pour nos forces, et je pense notamment au GIGN et à nos forces d'intervention spécialisées au sein du ministère, comme le RAID aussi. Donc ça va être un outil assez intéressant pour pouvoir projeter ces unités d'élite. D'accord. Il y a deux petites questions qui sont intéressantes de Seb. Déjà, il demande si le H160 ça a été un choix ou est-ce qu'il a été imposé. Est-ce que toi, tu es monté au créneau pour dire bah tiens, ça serait intéressant de l'avoir ou pas? Et est-ce qu'il serait susceptible de prendre la place des Pumas du GIH? On voit, là j'ai affaire à... je connais beaucoup de Seb dans les forces aériennes. C'est peut-être un Seb que je connais. C'est possible. Il est très bien informé. C'est Sébastien Connu, on peut le dire parce qu'il a mis son pseudo. Oui, alors non, c'est des vraies bonnes questions. Donc la première question, à part le GIH, et puis c'était quoi? C'était est-ce que c'était un choix de la gendarmerie? Ouais. Alors je vais être très franc, oui et non. C'est-à-dire que c'est surtout l'achat du H160 et ce fait tout à fait, c'est un vrai choix de la gendarmerie, puisque comme je viens de le dire, c'est un outil qui va nous permettre de développer nos capacités de projection, nos devis de masse, nos capacités d'emport, de PAX et de tout ce qu'on veut. Donc c'est une vraie volonté, donc c'est parfaitement assumé. Là où la question est pertinente, c'est que ça se fait, ceci dit, on n'avait pas prévu de l'avoir si vite, et on l'a eu si vite grâce au plan de relance, grâce à l'épidémie de Covid-19, si j'ose dire, qui a abouti au plan de relance, et c'est ce plan de relance qui nous permet d'acheter plus vite que prévu les H160. D'accord. Donc voilà la véritable histoire, c'est qu'en effet, on était, quand le Covid arrive, on en était encore à se poser des questions sur, alors, plutôt H160, plutôt autre chose, on en était encore là. Et le Covid et le plan de relance ont précipité ces réflexions, et donc on a acheté très, très rapidement ces H160, mais comme je le dis, c'est extrêmement pertinent parce que ça complète tout à fait pertinemment notre flotte actuelle. Ouais. Le Puma est beaucoup plus gros que le H160. Alors le Puma, c'est encore autre chose. Là, on est sur du lourd. Le H160, c'est le haut du léger, si vous voulez. C'est le plus lourd du léger, le H160. Mais c'est pas encore. On est dans la classe encore du léger. Pour mémoire, rappelez-vous, le H160 qui va s'appeler pour les armées le Guépard, c'est l'hélicoptère unique qui va remplacer le Fennec, qui va remplacer la Gazelle, qui va remplacer le Panthère, qui va remplacer, j'en oublie, un certain nombre d'hélicoptères plutôt légers et qui vont donc être très polyvalents. Et donc c'est cette gamme-là que nous on a visée.
Le plumard, c'est vraiment beaucoup plus lourd. Et alors, ça me permet de rebondir sur la deuxième partie de la question vis-à-vis du GIH. Hein. Donc, le GIH, c'est le groupe interarmé d'hélicoptères qui, comme le savent les initiés, permet de transporter, entre autres, des forces d'intervention spécialisées, comme le GIGN. Alors, le GIH a des capacités propres que le H160 n'aura pas. Je pense à la trappe qui est centrale. Nous, on n'a pas de trappe au sein du H160. Donc, il y a un certain nombre de capacités qu'on n'aura pas. L'emport n'est pas le même. Hein, on peut emporter pas le même nombre de personnel d'intervention dans le H160 et le Puma. Donc, et par ailleurs, l'organisation du GIH n'est pas la nôtre. Ouais. C'est-à-dire que le GIH a le temps de s'entraîner sur certains modes d'action très haut du spectre. Je pense au contre-terrorisme maritime. Ouais. Alors que nous, on est capable de transporter le GIGN et un certain nombre de forces d'intervention spécialisées sur le territoire métropolitain. On pourra le faire dans des conditions bien améliorées et largement augmentées à l'arrivée des H160. Pour autant, il nous faudra un petit peu de temps, quelques années, avant de pouvoir réaliser certains modes d'action qui vont être nouveaux pour nous. Ouais. Donc, ma réponse est assez prudente. En gros, pour l'instant, voilà, le GIH a encore un bel avenir devant lui. D'accord. Ok. Bon, bah voilà, je pense que ça répond à la question de Sébastien. Il y a Olivier Guimand qui pose cette question. En général, savez-vous combien de pilotes seront recrutés cette année? Alors, pas encore tout à fait, puisque, en fait, comme je le disais, moi j'ai reçu aujourd'hui des candidatures de mes gendarmes en sortie d'école, qui sont en train de sortir des écoles. L'école de l'EOGN, l'école des officiers de la gendarmerie d'un côté, et puis l'école des sous-officiers de la gendarmerie de l'autre. Et ces candidats, on va les envoyer faire leurs tests à Vincennes. Donc, moi, je ne connais pas les tests de Vincennes. On va les envoyer dans les semaines qui viennent, dans les 2 mois qui viennent, enfin, en tout cas, avant l'été. Donc, ce n'est que à la sortie de Vincennes, enfin, au bout des 2 jours, hein, que là, j'aurai le nombre de candidats et de pilotes que je pourrais recruter et envoyer à Dax dans la foulée. Voilà. Donc le chiffre, je ne le connais pas encore. Ouais. Je ne le connais pas encore. Je le connaîtrai plutôt vers l'été. Et donc, comment ça se passe? C'est priorité, en fait, aux gens qui sont déjà dans la maison, si j'ose dire, qui sont présélectionnés. Après, on complète, si jamais il n'y en a pas assez, par du personnel qu'on recrute, du civil, entre guillemets. Et... Alors non, aujourd'hui hein, comme je le disais, il faut être gendarme. Ouais. Donc, de toute façon, il n'y a pas d'alternative. On réfléchit, hein. On réfléchit. C'est un vrai sujet. Aujourd'hui, la photographie 2024, il faut être gendarme. Comme je le disais, il n'y a pas d'autre voie que de passer un concours pour être gendarme. Et ensuite, on est envoyé. Donc, il est vrai que le gars qui veut être pilote, dont la passion est avant tout aéronautique, et que accessoirement porté sur les missions de la gendarmerie, aujourd'hui, c'est un vrai choix à faire. Ouais. C'est une vraie prise de risque. En revanche, le gars qui est intéressé par les métiers de la sécurité et qui, bien sûr, et légitimement espère un jour être un personnel navigant au sein de la gendarmerie, ben lui, il faut qu'il tente ça. Et comme, bien sûr, le dispositif actuel que je vous décris, son inconvénient, c'est que j'ai forcément un certain nombre de passionnés d'aéronautique qui ne savent pas s'ils sont faits pour être gendarmes. Ouais. Et donc, ils vont hésiter avant de passer le pas. On a bien conscience de cette difficulté. Donc, c'est pour ça qu'on réfléchit sur peut-être des filières, pouvoir tester le candidat civil, peut-être avant de l'envoyer faire une école de gendarmerie. Ça pourrait être une piste. Mais pour l'instant, voilà, on n'en est qu'au stade de la réflexion, donc je ne peux pas vous en dire plus. Ouais. En revanche, moi, je vais vous donner ma vision. Le métier qu'on fait,
moi les gens qui rentrent chez moi, les sous-officiers notamment, et puis même les officiers, ils font leur carrière quasi complète dans l'aéronautique. Les sous-officiers, carrière complète. Les officiers, si c'est pour un jour occuper le poste que j'occupe, il sera nécessaire de les faire sortir momentanément de l'aéronautique pour qu'ils voient autre chose et qu'ils s'élargissent encore plus l'horizon. Mais c'est une petite population assez étroite. Mais pour l'essentiel de mes militaires, de mes personnels, mes gendarmes, vous faites votre vie dans la carrière aéronautique. Mais pour autant, j'ai des passionnés aéronautiques dans mes rangs. Et pour autant, moi, je cherche avant tout des gendarmes. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que nos missions, qui sont parmi les plus passionnantes qui soient dans le monde de l'aéronautique, au moins je pense parmi le monde de l'aéronautique, public-privé, j'ose le dire. Pourquoi c'est aussi passionnant, pourquoi on est tellement attractif, c'est qu'il n'y a pas une demi-journée qui ressemble à une autre, il n'y a pas une mission qui ressemble à une autre. Parce que c'est l'événement qui commande, c'est l'événement qui nous déclenche, c'est le fait divers qui nous déclenche, c'est le vol à main armée, le braquage, c'est la crise d'ordre public, c'est on peut faire du secours en montagne le matin et puis de la lutte contre les violences urbaines le soir. On peut être sur un vol VFR sous le soleil à 4000 mètres d'altitude à un moment et puis être sous JVN en utilisant une caméra infrarouge après. Donc c'est extrêmement varié. Et en plus, comme je ne l'ai pas encore dit, mais les forces aériennes de la gendarmerie, c'est quand même 29 bases aériennes différentes. C'est-à-dire qu'on est sur le principe du maillage territorial. C'est-à-dire qu'on est à peu près dans toutes les régions. On est partout en France. On a 23 bases en métropole sur l'Hexagone et on a 6 bases outre-mer. Donc la diversité des carrières professionnelles est incroyable, est inimaginable. Non seulement la mission elle-même, où que vous soyez, est extrêmement variée, où que vous soyez, sur n'importe quelle des 29 unités, mais dans votre carrière entre vos 25 ans et vos 55 ans, vous avez des opportunités pour faire plein d'environnements différents. Vous avez retenu les environnements que j'ai connus entre la façade méditerranéenne qui m'a permis d'aller de la frontière italienne à la frontière espagnole en passant par la Corse. Ensuite, la Bourgogne, la Franche-Comté, la frontière suisse, et ensuite l'Arc-Antillais, les îles, donc Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, Saint-Barth, en passant par toutes les micro-États que constituent les îles, avec tout l'environnement à la fois climatique, social, politique et criminel. On a un métier passion, doublement passion, c'est-à-dire une passion aéronautique et passion de la sécurité. Donc, pour revenir à la conclusion, c'est que moi, je suis ravi d'avoir des pilotes de haut niveau, et j'ai des pilotes de très haut niveau. Je suis ravi d'avoir des mécaniciens de bord de haut niveau, et j'ai des mécaniciens de bord de très haut niveau. Mais je veux avoir, au départ, je recherche des gens qui ont envie d'être gendarmes, c'est-à-dire de porter un certain nombre de valeurs de sécurité, en gros de protection de la population. Ça, c'est la vraie valeur dans le cadre de la République. Donc c'est des valeurs aussi, c'est un choix de vie. C'est pas faire des piges dans une société de transport. C'est un engagement qui est assez précoce, puisque l'engagement, on l'a autour des 20 ans, 20, 25 ans, enfin voilà. Donc c'est un engagement assez précoce, mais qui est porté par ces deux passions et ces deux moteurs. Voilà. Et moi, les forces aériennes de la gendarmerie, qui sont un peu méconnues, c'est pour ça que je suis ravi et je vous remercie de m'accueillir ce soir. Mais c'est vraiment une pépite, c'est une pépite au sein de l'aéronautique et c'est une pépite au sein de la gendarmerie et qui permet de concilier deux passions. Et donc moi je recherche les deux passions, je recherche les deux profils. Je ne recherche pas que le passionné d'aéronautique. C'est aussi ce que je voulais dire. D'accord. C'est vrai, peut-être rappeler que la gendarmerie c'est d'abord une unité militaire. C'est ça. Et en fait, vous êtes sur le front, vous êtes en opération, en fait, dans le pays, quoi, pour aider les gens. Contrairement aux militaires où ils sont sur des théâtres d'opération extérieures pour faire la guerre, on va dire.
Vous, c'est plutôt de la protection des personnes et de manière militaire, on va dire, très, très structurée et très organisée, quoi. C'est ça, on a cet avantage d'avoir cette culture militaire, voilà. Mais qu'on fait vivre, je dirais, on fait vivre, on l'a fait évoluer, cette culture militaire. Hein, c'est pas la culture militaire, osons le dire, type Cruchot, qu'on a pu connaître, hein, la fameuse référence culturelle de la gendarmerie, l'une des références. C'est une culture militaire qu'on a fait évoluer, on reste très attaché à notre identité militaire, à un certain nombre de principes, à un sens de l'organisation, à un sens de la hiérarchie, mais qui s'est beaucoup assoupli, qui a évolué, qui s'est ouvert sur la réalité de notre société, en fait, parce que nos jeunes gendarmes ne sont rien d'autre que des Français de 25 ans. Mais c'est adapté aux civils, en fait, pour travailler pour les civils, en fait. Ah, voilà, c'est au contact direct, permanent de la population, de toute façon. C'est vraiment au contact. Et je le rappelle, que la gendarmerie est partout, c'est-à-dire elle est sur 95% du territoire. Ça signifie qu'elle est non seulement dans les zones rurales, ça c'est l'image d'Épinal, mais elle est surtout en zone périurbaine et urbaine. Donc ça, il faut bien avoir à l'esprit que la gendarmerie est sur 95% du territoire, dans tous les environnements possibles. Et je reviens sur l'intérêt aussi de notre métier. C'est qu'on est précisément dans tous les environnements possibles. Et en Guyane aussi, c'est une zone assez... avec les orpailleurs et tout ça. Là, la Guyane, c'est un territoire... J'y reviens, j'étais en Guyane il y a 3 semaines. C'est un territoire fascinant, la Guyane. Passionnant, difficile. Faut savoir être un peu rustique. Mais c'est à la fois, c'est la France. Avec, quand vous êtes à Cayenne, vous êtes vraiment dans une ville française. Mais c'est aussi l'Amérique du Sud. C'est la zone équatoriale, c'est une forme d'aventure, très vite. Vous faites quelques kilomètres, vous arrivez dans la forêt. C'est peut-être plus le côté militaire, finalement, qui ressort de la gendarmerie. C'est le côté... Oui, alors c'est vrai que la militarité de la gendarmerie en Guyane, elle prend toute sa valeur. Ça on est bien d'accord. On est bien d'accord. Ouais. Voilà. D'ailleurs, quand vous allez en forêt profonde, vous rencontrez avant tout, quels sont les quasi seuls représentants de l'État, ce sont des militaires. Qu'il s'agisse des légionnaires du 3e REI ou les gendarmes de Guyane. Hein, voilà. J'ai une petite question de Samui 200, puisqu'on parlait justement de presque 30 brigades disséminées un petit peu partout sur le territoire. Lui demande combien il y a de pilotes d'hélicoptères dans toute la gendarmerie aujourd'hui en 2024. Ça représente quel effectif? 151. Je ne peux pas être plus précis. Voilà. Ça, c'est des réponses précises. Hein. D'ailleurs, on a une cinquantaine d'hélicoptères, 56 pour être précis, 151 pilotes. Donc en fait, ça fait 3 pilotes par machine. Donc ça vous indique aussi, vous ferez la comparaison avec d'autres formations, ça vous indique aussi l'engagement opérationnel et de mes équipages, parce que en gros, ils font tourner une boutique à 3. Ouais. Pour ce qui est des pilotes. Les mécaniciens, ils sont un de plus. Ouais. D'accord. Mais il faudra me laisser un tout petit peu de temps pour parler des mécanos. Parce que c'est l'autre face, c'est l'autre hémisphère du cerveau. On a tout le temps disponible. Il y a Olivier Guimand qui demande, est-ce qu'il y aura donc plus de pilotes et plus de machines disponibles avec l'arrivée des nouvelles machines, ou est-ce que ce sera en fait un changement des machines existantes? Alors en fait, on va profiter de l'arrivée de ces hélicoptères, à la fois les H-160 et les H-145D3, pour se débarrasser d'une partie, si possible de tout, les vieilles flottes d'écureuils et les vieilles flottes de EC-145C2. Vous savez déjà ce qu'ils vont devenir Est-ce qu'il y a les élites de la gendarmerie ont réfléchi à ça? Alors nos écureuils vénérables et respectables, qui auront 40 ans, la valeur vénale de ces kilos d'acier et de tôle est vraiment réduite. Hein. Peut-être les moteurs pourront pouvoir recycler
est récupéré. Mais après, le reste, la valeur sera vraiment complètement marginale pour pouvoir les permettre de revoler. C'est-à-dire qu'en gros, ils vont atteindre leur butée de grande visite, les butées de GV, et le coût de la GV sera à peu près l'équivalent du coût de la machine. Donc on va juste arrêter de les entretenir. Et je proposerais qu'il soit mis en objet de décoration sur certaines bases et certains endroits un peu symboliques de la gendarmerie. C'était le but de ma question, de savoir justement ce qu'ils allaient en devenir. Ouais. Voilà. Ok. Free Flight qui nous demande, existe-t-il des passerelles entre la gendarmerie et les pilotes des différentes armées? Est-ce qu'il y a du passage? Alors oui, il y en a sous condition. Il y en a sous condition, c'est-à-dire qu'il nous arrive, on recrutait pas mal de pilotes des armées il y a encore 4-5 ans. Ça, on a drastiquement réduit ce volume, d'ailleurs à la demande des armées, et notamment tout spécialement de l'armée de terre, qui bien sûr voulait préserver sa ressource. Et donc on a quasiment tari le flux de la passerelle. Pour autant, de manière concertée et coordonnée, on ne s'interdit pas de faire fonctionner ce type de passerelle, mais c'est vraiment désormais marginal, et on n'est plus sur des réflexions de formation d'ab initio, de jeunes gendarmes, et de réflexion sur de recrutement directement du civil que sur le recrutement des armées. En revanche, ça peut être intéressant pour des officiers sous contrat, pilotes des armées, en fin de contrat, quand ils sont allés au bout de leur contrat, de pouvoir revenir chez nous. Donc ça subsiste, mais comme je le disais, ça subsiste et ça ne peut se jouer que de façon concertée avec les armées. D'accord. Ok. Nico ? Mon micro là. Oui, donc vous vouliez parler des mécaniciens. Oui, les mécanos. Alors les mécanos, en fait, il faut savoir. Alors les mécanos, on en a 240 chez nous. On est les seuls au sein de l'aéronautique d'État à avoir des mécaniciens qui sont à la fois mécaniciens au sol, c'est-à-dire ceux qui assurent la maintenance de l'hélicoptère, qui assurent le MCO, le maintien en condition opérationnelle, et le mécanicien de bord. C'est-à-dire que c'est le même homme qui entretient, qui fait sa visite périodique, qui est au fond de la piste en train de bichonner son appareil, et le même homme qui va embarquer, réaliser la mission, parce que toute mission qu'on réalise est à minima constituée d'un équipage constitué d'un pilote et d'un mécanicien de bord. Et donc, 100% de nos mécaniciens sont des personnels navigants. Voilà, c'était la particularité que je voulais souligner, ce qui rend quand même à la fois singulier et attractif la filière. Et on en est assez fiers parce que, comme vous pouvez l'imaginer, ça nous fait faire des gains budgétaires de postes assez significatifs, d'une part. Et en plus, on y trouve un engagement, un supplément d'engagement psychologique de la part de ces mécaniciens qui est très appréciable. Et une qualité aussi dans la maintenance qui est tout aussi appréciable et qui se décline très concrètement par une disponibilité qui est très bonne et qui, pour tout vous le dire, est supérieure à peu près tout ce qui est comparable au sein de l'aéronautique d'État. C'est pratique parce que finalement, en plein vol, il peut monter sur le patin, réparer une tuyauterie sur la turbine. Alors oui, ça on le fait. Ça c'est un peu un film de Belmondo, ça. Mais en revanche, c'est pratique parce que sans le faire en plein vol, au cours d'une mission, on peut avoir des pannes. En attendant, le mécanicien peut commencer à minima à diagnostiquer la panne. Et puis à être le technicien présent sur place tout le temps, en relation téléphonique avec l'atelier pour pouvoir résoudre la panne.
Ouais. Bien sûr. Aussi, ils sont gendarmes et après, ils sont gendarmes. Mécanos. C'est des vrais gendarmes, exactement, comme les pilotes. Ouais. D'accord. Ouais. Alors, bonne question de Sam8200 qui parle justement de l'après du métier de pilote d'hélicoptère dans la gendarmerie. Comment ça se passe, les reconversions dans le civil? On reste dans ce domaine-là? Enfin, les retours qu'il y a des anciens gendarmes, ils deviennent quoi? Alors, la majorité va jusqu'au bout de la limite d'âge. La limite d'âge qui est 58-59 ans en fonction du grade que vous atteignez, de 58 à 60 ans, on va dire. Voilà. Donc, la majorité reste jusqu'au bout. Ouais. Mais il y en a quand même une certaine part qui, en effet, se reconvertit avant. Souvent autour de 45 ans, on va dire, 45-50 ans, ça se passe plutôt dans cette tranche d'âge, c'est-à-dire au moment où les intéressés commencent à avoir une vraie expertise, ils commencent à être un peu bankable pour le recrutement dans le privé notamment. Et donc certains tentent l'aventure du privé, alors soit sur des fonctions navigantes, mais la plupart du temps, souvent, c'est des fonctions sol. Ah oui, d'accord. Voilà. Alors souvent les mécaniciens qui se reconvertissent, c'est souvent pour être reconvertis dans l'industrie. Voilà. Les pilotes, c'est parfois pour se reconvertir en tant que pilote, mais ça reste marginal. Ça reste assez marginal. Il y a la sécurité civile qui nous récupère aussi ponctuellement quelques membres d'équipage. Voilà, ça reste relativement marginal. D'accord. Voilà. Et je veille au grain, bien sûr. Oui, d'accord. Ok. Nico ? Oui, j'ai une petite question un peu rigolote. Est-ce que vous avez rêvé, vous aussi, d'avoir un tonnerre de feu ? Un tonnerre de feu, c'est-à-dire ? Ouais. Bah c'est un film des années 80 avec un super hélicoptère, je ne sais pas si vous l'avez vu. Ah oui, bien sûr. Alors, alors moi, j'étais déjà un chouïa trop vieux, je pense. Parce que j'ai dû zapper, j'étais juste en train de passer un peu faire mes études. Et ça, je suis un peu trop vieux. C'est plus la décennie en dessous, quoi. Qui a dû rêver à ça. Non, pour tout vous dire, alors je vais tout vous avouer. Moi, je suis plus un enfant d'Apocalypse Now. Alors, pour un gendarme, ça la fout un peu mal parce que la charge des Valkyries, c'est pas totalement dans le métier de la réelle. Mais oui, le jeune adolescent que j'étais a dû plus vibrer sur Apocalypse Now, voire beaucoup plus classiquement la guerre des étoiles. Ah, voilà. Ah oui. C'est une question qu'on a posée au ministre la semaine dernière, ça. Il n'y a pas d'hélicoptère dans le Star Wars, c'est ça qui est dommage. Il faudrait qu'il fasse des vaisseaux qui ressemblent à ça. Moi, j'ai été marqué par la scène du Snow Speeder au début qui introduit Empire contre-attaque et les sensations que vous avez sur ces reliefs glacés. Moi, je les ai revécus en survolant des zones montagneuses du côté de Briançon. Où on survole ces reliefs glacés et je peux vous assurer que oui, ça fait vibrer, c'est des sensations extraordinaires. Ah oui, donc là vous assez proche du sol. Petite vision exactement. Du Snow Speeder. Il n'y avait pas de AT-AT à faire tomber malheureusement. Voilà. Excellent. Génial. Alors on va encore passer 3 petites questions. Et puis après, on tournera la dernière page de l'émission parce qu'il est déjà 20h58 UTC. Alors, première question, on parlait tout à l'heure des nouveaux hélicoptères, des nouveaux équipements, une technologie plus moderne qui avance. Et bonne question de Sébastien qui nous demande et qui pose cette question, est-ce que c'est le retour de l'IFR dans la gendarmerie, IFR et EASA ? Alors, le retour, on va dire le développement, parce qu'en fait, l'IFR, il y a encore une vingtaine d'années, on n'en faisait quasiment pas. Donc on se met un peu tardivement à l'IFR, mais on s'y met. Et bien évidemment, avec l'arrivée du H160 et puis du D3, on va s'y mettre de plus en plus. Donc oui, c'est tout à fait exact. On va vraiment résolument développer l'IFR. On est historiquement des pilotes VFR.
Voilà, mais là, clairement, ce serait avec les hélicoptères qu'on va acheter, qu'on va recevoir, oui, ce serait absurde de ne pas développer cette compétence, parce que c'est à la fois une question de sécurité, mais pas que, c'est aussi une question de capacité de projection. Quand il fait moche, quand vous avez une petite couche, bah, c'est vraiment dommage de ne pas pouvoir faire la mission, de renoncer à la mission, alors qu'avec l'IFR, vous le faites très facilement. Donc oui, bien sûr, on va développer ça résolument. Ok, très bien. Il y a une question, alors il y a même deux questions que j'ai vues passer, il faut juste que je la retrouve dans la liste. Hop. Il y a des systèmes d'approche IFR en campagne que les hélicoptères suivent, une sorte d'ILS mais verticale, je vais dire. Alors, en fait, bien sûr, ces systèmes existent, mais c'est surtout l'armée de terre qui met en œuvre ces systèmes mobiles pour pouvoir poser en campagne. Voilà, alors, la gendarmerie, nous, on n'utilise pas, on n'est pas équipé de ce type de système d'ILS mobile. Donc, mais nous, nos missions, c'est sur le territoire national. Donc, à peu près partout, on a un aéroport équipé qu'on peut rejoindre. Donc, le besoin est moins flagrant chez nous, vous voyez, d'avoir des dispositifs de campagne spécifiques. En revanche, avec les nouveaux hélicoptères, on peut tout à fait programmer sur un aérodrome ou un terrain connu qu'on a l'habitude d'utiliser. On peut tout à fait programmer une pente d'approche et puis le faire en toute sécurité, en autonomie, sous notre responsabilité. On peut tout à fait poser ça. Je sais que la sécurité civile le fait sur des terrains très rustiques en Guyane, justement, on en parlait. Nous, on pourra faire ça également. D'accord. Ouais. Ok. J'ai retrouvé la question. Alors, c'est Olivier qui demande, vous avez parlé d'essayer à partir de cette année une formation civile en parallèle de l'EALAT. Est-il prévu que cette formation civile dure autant de temps? Donc là, on vient sur la question du temps de formation, donne les mêmes qualifications, ou est-ce qu'il faut envisager aussi, on va dire, une transformation militaire, une qualification complémentaire à l'issue de cette formation civile? Alors, cette formation, en fait, elle sera un peu plus courte, un petit peu plus courte. On va gagner un petit peu, comme on le fait vraiment à notre main, on va gagner un petit peu de temps. Bon, ce ne sera pas non plus une grosse différence, mais on va peut-être gagner. La formation aujourd'hui, elle dure entre 15 et 18 mois à Dax. D'accord ? Donc on va la réduire un petit peu. Elle donnera les mêmes compétences. Simplement, comme on obtiendra un diplôme civil, nous on la transformera en brevet militaire. Oui, d'accord. Voilà. Okay. Donc je ne l'ai pas précisé, mais je dispose d'un centre national d'instruction des forces aériennes de la gendarmerie qui est situé sur la base aérienne de Cazaux. Donc c'est notre école. C'est là où on fait nos qualifs de type, notamment, et puis plein d'autres choses. Donc en sortie de la formation externalisée, privée, on enverra nos tout jeunes brevetés pilotes à Cazaux et on les qualifiera avec un brevet militaire. Ok. Oui, comme ça, la boucle est bouclée, du coup. Voilà. Ok, très bien. Nico, tu poses encore une question. Après, on a encore deux questions qui sont enregistrées, puis peut-être d'autres. Ouais, non, juste, est-ce que vous avez un hélicoptère que vous aimeriez bien tester, que vous rêvez peut-être d'essayer, comme, je sais pas, le Apache, le Cobra, un Huey, ou alors les gros là qui transportent des grosses charges? Alors, bon, bien sûr, l'hélicoptère mythique, c'est le Huey. J'en parlais. Ça c'est sûr. Ça reste un peu un rêve d'enfant. Ça, c'est tout à fait vrai. Moi, je suis fasciné par le V-22 Osprey, qui n'est pas tout à fait un hélicoptère, mais presque. Et ça, je dois avouer que j'aimerais beaucoup faire un vol complet, décollage, transformation en vol. Enfin, c'est quelque chose c'est un objet que je trouve assez fascinant. Peut-être essayer de demander à l'État de faire des échanges avec l'armée américaine, je ne sais pas. Puis mais alors le coût du V-22 Osprey, je le connais plus, je l'ai plus en tête. Je pense que c'est un peu hors de portée de notre budget. Ok. C'est une belle machine. Ouais. On va tourner la dernière page de l'émission, donc la séquence remise de gaz, foire aux questions. On tourne la page et il vous reste à peu près, allez, on va dire 5-10 minutes pour poser les dernières questions à notre invité de ce soir, Général Emmanuel Josse, qui est avec nous depuis le début de cette émission. Donc c'est parti, dernière séquence de l'émission.
Dernière séquence donc de cette émission de ce soir. Si vous avez des questions à poser, c'est maintenant. Mettez-les dans le chat et on les relaie pour bien terminer ensemble. Sébastien qui nous demande, il existe le beach optronique de la sécurité civile, donc ces fameuses caméras qui sont situées en dessous. Est-ce qu'il ne serait pas possible de les utiliser sur des hélicoptères ? Alors bien sûr, en fait, nous on dispose de systèmes optroniques similaires sur les EC-135. On utilise ça. Et sur les H-160, nous aurons des systèmes optroniques, des boules optroniques de très bonne qualité qui nous permettront de voir, de lire des plaques d'immatriculation à peu près à 2 km. Ce qui nous permet de faire des filatures sans être vu, quoi. Vous voyez. D'accord. Donc oui, bien sûr, c'est un outil absolument indispensable pour les missions de la gendarmerie. Et du coup, il va falloir aussi former des opérateurs qui vont être capables d'utiliser ces équipements. Alors ce sont nos fameux mécaniciens de bord qui sont formés pour opérer ces caméras. Ouais. Et après, avec le H-160, comme l'organisation elle va être un peu plus complexe, on aura un système de mission encore plus élaboré. Qui nous permettra de communiquer complètement avec les troupes au sol, pourquoi pas avec des drones, de transmettre des datas, etc. On verra, mais peut-être ce sera même un deuxième pilote qui sera opérateur. Enfin, on verra. On est en train de réfléchir à la constitution de certains équipages, où on aura peut-être un chef de mission qui sera mécanicien ou pilote, peu importe, et qui pourra donc opérer, avoir une vision tactique de la situation. Et puis qui pourra prendre des bonnes décisions. Au-delà du pilote qui pilotera. Ouais. Donc là, on est typiquement dans un cadre de CRM, du cockpit resource management. Ah oui, bien sûr. Ouais. Oui, là, on aura des équipages à 3 assez régulièrement. Et donc, oui, il faudra bien se partager les tâches. Mais bon, on le fait historiquement, comme je vous le disais. Un pilote, un mécanicien depuis toujours. On est toujours sur ce format. Parfois, on passe à 2 pilotes et un mécanicien. Mais même à 2 pilotes, on est toujours avec un mécano. Ouais. Ok. Autre question de Vince D66. Quelles sont les missions de police judiciaire du service public? Quelle est la doctrine dans la SAG? La doctrine, dans les SAG. Alors, les missions de police judiciaire, en fait, ce sont des missions du quotidien. On fait ça, je dirais, presque comme on respire. C'est-à-dire qu'on ne cesse de participer à des missions de police judiciaire, soit parce que ce sont des sections de recherche, des unités de recherche de la gendarmerie qui ont déclenché la mission, des brigades de recherche, donc des enquêteurs, des enquêteurs professionnels qui sont sur des enquêtes de longue haleine, soit demandé par un juge d'instruction, soit plutôt dans le cadre de la flagrance, on réagit à un événement, à un crime ou un délit, et donc là on intervient, mais des enquêtes judiciaires, des interventions dans le cadre d'enquêtes judiciaires, ça arrive tous les jours, et on en fait à l'échelle de la flotte, on en fait quelques dizaines par jour. Donc ça vous donne l'ampleur de cet engagement judiciaire. Après, ce qui a un petit peu évolué, c'est l'outil et certains modes d'action. Quand j'étais jeune lieutenant, donc dans les années 90, je partais en hélicoptère et on faisait des photographies d'une scène de crime. On trouvait un cadavre, donc on faisait des photographies aériennes du site. Aujourd'hui, vous comprenez bien qu'on le fait avec des drones, ça. Ouais. Voilà. Donc on a évolué. Forcément, en 30 ans, les outils sont plus les mêmes. C'est beaucoup plus fluide. On a plus d'outils en fait à disposition. Et donc, ce qui nous permet de concentrer les hélicoptères sur du plus haut du spectre. Et par exemple, quand il y a un vol à main armée, on déclenche prioritairement l'hélicoptère, forcément, puisque si on veut durer, si on veut rechercher et poursuivre sur un itinéraire qu'on, par définition, ne connaît pas, c'est l'hélicoptère. Là, c'est pas le drone. Ouais. D'accord. Bonne question d'Olivier qui demande quelle est votre mission préférée au sein des forces? Recherche de personnes, secours en montagne ou en mer, appui PJ ou projection de forces d'intervention, etc. C'est très difficile de répondre à cette question. En fait, et je dirais que bien sûr, il y a la mission. Alors, je dirais que la mission de secours reste historiquement, un peu symboliquement attractive. Et puis,
il n'y a pas plus valorisant que de sauver une vie humaine. Ouais. Donc c'est un peu intuitif ce que je dis, mais forcément la mission de secours a une place toute particulière dans le cœur de mes équipages. Ça, c'est un fait. Mais pour autant, les choses ne se posent pas vraiment comme ça. Comme je le disais, l'équipage qui arrive le matin au travail, déjà bien souvent, il a été de permanence la nuit, c'est-à-dire qu'en gros, il avait son téléphone allumé à côté de lui, en dormant, et il est intellectuellement, il faut bien comprendre qu'il est intellectuellement prêt à n'importe quelle mission. Et il est préparé à n'importe quelle mission. Donc en fait, le terme ne se pose pas en termes de mission préférée ou pas. C'est plutôt en termes de disponibilité intellectuelle, mentale, préparation. Et en fait, on sait que sa mission, sa journée sera très diversifiée. Que dans sa journée, dans sa semaine, il va réaliser un nombre très très différent de missions dans des contextes différents. Donc c'est ça le vrai sel de nos métiers. C'est que on est tout le temps surpris, si vous voulez. Ouais. On est tout le temps surpris et on est tout le temps happé par l'événement. On fait en sorte de ne pas le subir, bien sûr, c'est-à-dire de se préparer. Mais c'est vraiment tout l'intérêt, c'est de ne jamais savoir ce que va être. Il n'y a pas de routine, en fait, chez nous. Ouais. D'ailleurs, tant mieux, parce que la routine, comme vous le savez, est le plus gros des dangers dans le monde aérien. Ouais, on dit que la routine tue, justement. Voilà. Moi, clairement, malheureusement, on a déploré quelques accidents aériens dans notre histoire, sur 70 ans. Sur 70 ans, on a perdu 27 gendarmes, 27 vies en service aérien commandé. Ça reste très marginal par rapport au nombre de missions engagées et par rapport au niveau d'engagement et de technicité et de dangerosité de certaines de nos missions. Mais je dirais que souvent on s'est tué par routine. Ouais. Mais précisément, si ça reste très marginal, c'est précisément parce que la routine existe peu dans nos missions et dans nos semaines et dans nos journées de travail. Ouais, ça se comprend. Encore une petite question. Nico, je te passe la parole juste après. Pourquoi ne pas passer sous licence EASA ? On revient sur les formations de tout à l'heure. Alors, on est en fait, nous, notre centre de formation, le CNIFAG, le Centre national d'instruction des forces aériennes de la gendarmerie, à Cazaux, dont je parlais tout à l'heure, il délivre, c'est un ATO, donc il délivre aussi des qualifs EASA et des licences EASA. Donc on a les deux. L'intérêt, je rappelle, on est pilote militaire. L'intérêt d'être pilote militaire et d'appartenir à l'aéronautique d'État, c'est qu'on ne répond pas aux règles EASA. Alors, on vole dans un esprit de convergence de ces règles, vis-à-vis de ces règles. Mais on a nos règles propres. On a des règles propres d'aéronautique militaire. Et moi, je réponds aux règles de la DIRCAM, la Direction de la Circulation Aérienne Militaire, ce qui m'apporte des marges de manœuvre supplémentaires par rapport aux règles de la DGAC et de l'EASA. Donc je suis très attaché à mon identité de pilote militaire, puisque ça me procure des modes d'action supplémentaires, tout simplement. Mais on a cette chance de pouvoir jouer sur les deux tableaux, puisque on délivre aussi des licences EASA. D'accord. On reste dans les deux univers. Et après, on choisit en fonction de nos missions sur quel régime on vole. Ok. Bon, c'est très clair. Ouais, c'est un peu normal, parce que c'est vrai que même en voiture, je veux dire, les gendarmes, il faut qu'ils se permettent de rouler vite pour attraper les gangsters, quoi. C'est un peu ça. Ouais, je suis d'accord. Ça dépasse la réglementation du code de la route. J'ai une petite question. Alors, est-ce que vous avez... Oh, ma caméra qui glisse. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter dans votre carrière, quelque chose d'émouvant, peut-être, qui vous a ému dans votre carrière ? Oh, c'est extrêmement difficile, cette question, parce que j'en ai tellement. Vous savez, moi, je me souviens bien sûr, ça fait pas mal d'années maintenant, mais je me souviens d'une mère qui m'a vu atterrir
En fait, elle avait perdu son mari et son très jeune enfant qui était parti en montagne, qui s'était complètement élevé. Elle n'avait plus de nouvelles depuis 48 heures. Donc, vous imaginez l'état dans lequel elle était, et j'oublierai jamais son regard quand elle a vu l'hélicoptère arriver, j'ai posé devant elle, et quand elle a vu son mari et son très jeune enfant qui devait avoir 2 ans, bon voilà, enfin, ça fait forcément des moments extrêmement forts dont je me rappelle, ouais. Et dans un tout autre registre, hein, mais c'était un peu dans les mêmes années. Je me souviens d'avoir intercepté moi et mon mécanicien, mon fameux mécanicien qui a été équipé à l'époque d'un pistolet automatique 9 mm, d'avoir intercepté à nous deux, et moi en pilotant l'hélico, l'écureuil, hein, et mon mécanicien de bord braquant, c'était un détenu évadé. Donc on s'est évadé, on l'a retrouvé, c'était pas gagné parce que c'était comme retrouver une aiguille dans une meule de foin. On a eu la chance de le retrouver et on l'a braqué depuis l'hélicoptère avec un petit pistolet. Donc là aussi, c'est des souvenirs de gendarmes, mais qui voilà, on était dans notre métier, quoi. D'accord. Dans l'action. Et puis allez, une dernière anecdote, parce que ça n'arrive pas tous les jours. Je n'oublierai non plus jamais d'avoir récupéré 700 kilos de résine de cannabis repêchée au treuil dans la mer des Caraïbes. Et notamment l'anecdote particulière, c'est qu'il y a un moment, je me souviens très bien, la tête de mon plongeur au bout du câble qui me dit, qui fait ça à mon mécanicien, justement parce qu'il y avait des ailerons de requin qui tournaient autour des ballots de résine qui flottaient. Donc quand je vous dis qu'on a récupéré que 700 kilos, c'est qu'on a récupéré que 700 kilos. En fait, il y avait 1 tonne, et les 300 kilos qui sont restés, je pense que les requins ont dû se faire une petite soirée. J'imagine bien. Énorme. Les requins. Ok, bah ouais, c'est des chouettes anecdotes. Moi j'ai une petite question, il y a les JO hein, cette année, je pense que les forces aériennes de la gendarmerie vont être sur les dents justement sur Paris, c'est déjà organisé tout ça? Alors oui, bien sûr, on se prépare justement, j'étais encore cette semaine, on est dans les préparatifs hein, de cet événement majeur, et donc en effet on est en train de voir un petit peu, de faire le point de toutes les ressources disponibles et le nombre d'hélicos qu'on va mettre en place sur la plaque parisienne, voilà, les renforts qu'on va mettre en œuvre, qui convergeront, qui en tout cas seront susceptibles de converger depuis la province. Donc oui, on est en train de s'organiser, ça va être une grosse organisation. D'accord. Donc on anticipe. Okay. On anticipe. Bon, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler de toute façon d'ici là dans la zone aéro. On va suivre un petit peu tout ça de près. Et oui, Jordan qui nous dit les requins réinventèrent le space plankton. Ah, c'est beau. Bravo Jordan. Bon les amis, on arrive au terme de cette émission. Ce qui serait peut-être bien d'ailleurs, puisqu'on parlait des métiers, des carrières, ça serait pourquoi pas si il y a possibilité de faire quelques images un de ces jours, de voir quel est le métier et se rapprocher peut-être au plus près du fonctionnement et qu'on vous propose ces images-là, commentées peut-être aussi, pourquoi pas par un mécanicien qui pourrait venir aborder justement les facettes de son travail, nous expliquer ce qu'il fait aussi au quotidien. Ça serait, je pense, complémentaire. Ouais. Ah ouais. Après, vous faites des enfin, je sais pas, mais moi je peux vous accueillir dans certaines de mes unités, soit à Villacoublay, là où j'ai mon état-major, soit sur une unité aérienne de montagne ou autre. Bon, enfin ça, je vous laisse voir ouais, ce que vous avez envie de faire. Voilà, on pourra en rediscuter hors antenne de manière peut-être à couvrir un petit peu le spectre et puis de montrer, aller rentrer justement plus dans le détail. Et voilà, il y a le chat qui remercie pour la soirée intéressante, etc. Donc c'est bien, si ça vous a plu. C'est l'essentiel. Villacoublay, ça me rappellera mon service militaire. Ah bah voilà.
Et merci Crénin de nous rejoindre dans la communauté de la zone aéro. J'en profite pour remercier donc Olivier, Sébastien, Vince D66, Jordan, 0K qui ont repris des abonnements et ça nous soutient beaucoup justement pour le studio mobile et tout ce qui est en train d'arriver. Donc, cette émission se termine avec le général Emmanuel Jos qui est avec nous ce soir. Et donc, merci beaucoup d'avoir participé à la zone aéro. Je pense que le plaisir a été partagé avec tout le monde. Ah ouais, très intéressant, ouais. J'ai bien aimé. Ouais. Merci en tout cas, merci de m'avoir accueilli ce soir, je suis ravi. Eh ben nous aussi. On reste en ligne encore quelques minutes, comme ça on raid et puis on fait un petit débrief après hors antenne. Ça marche ? Ok. Très bien. Eh ben donc avant de nous quitter, ce qu'on va faire, c'est qu'on va basculer pour vous annoncer le planning de la semaine prochaine qui clôturera le programme de la zone aéro de ce mois de février, puisque on décale un petit peu les horaires. Ce sera pas 20h30. Et merci pour les applaudissements, Jordan. Donc, on recevra Pierre Gouin, qui est pilote commandant de bord sur Dash 8 Q400. C'est la semaine prochaine. Et bienvenue Bad Fad qui vient d'arriver. Merci beaucoup à toi pour le follow. Donc la semaine prochaine, 19h30, les amis, dans la zone aéro, avec Pierre Gouin, on parlera de la sécurité civile. Et justement, des fameux Dash 8 et aussi de la carrière de Pierre, qui, vous le verrez, est extrêmement riche. Et ce sera, je vous le dis, ici en plateau, il viendra nous voir. Il y aura peut-être Daniel qui sera avec nous aussi. Donc c'est la semaine prochaine, 19h30, et on vous promet la semaine prochaine aussi le planning du mois de mars à venir, qui est déjà bouclé, et il va être pas piqué des verres aussi ce mois de mars. Voilà, donc le programme, on en a parlé, le replay il y a 15 jours avec Manon Simon, PNC, dans une compagnie aérienne blanche et verte, que voici, qui est en ligne, n'hésitez pas à aller le voir, cette émission elle a bien plu d'ailleurs. Donc vous voulez connaître le métier PNC et puis les facettes et le quotidien, allez-y, hein, c'est en ligne. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, notamment pour l'annonce des plannings à venir, que ce soit YouTube, LinkedIn, Twitter, Instagram, on est partout, et aussi en podcast, comme nous le dit Julot, qui travaille sur les podcasts. Cette nuit, il y aura le podcast de l'émission des 15 jours. Si vous conduisez, vous ne pouvez pas forcément voir les images, et vous avez au moins le son. Le Discord, où on continue d'échanger tous ensemble, vous êtes de plus en plus nombreux à venir, et ça nous fait plaisir, donc continuez à le faire, et on discute et on échange aussi autour de Push to Talk, l'émission du dimanche que vous connaissez maintenant. Et puis, dans un instant, on va basculer du côté d'une autre chaîne, et le temps du générique, donc restez avec nous. J'ai pas encore pu voir qui y avait, alors hop, on va regarder vite fait. On a Romain du Flot de l'Histoire qui est en ligne. Qu'est-ce que t'en penses, mon cher Nico? Pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas, hein, ça serait sympa, hein. Il doit être en train. Ouais, on va basculer chez Romain, donc Romain du Flot de l'Histoire qui est avec nous dimanche dernier pour la dernière émission qu'on retrouvera d'ailleurs très prochainement. Donc on va lancer le raid. On vous remercie à toutes et tous il fait du gaming pirate antique. Et ben voilà, on va aller voir ce que fait Romain du Flot de l'Histoire. Le raid est lancé. Merci à toutes et tous. Rendez-vous sur le Discord pour poursuivre le débat. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser, et on les fera suivre à nos invités du soir ou d'avant, sans aucun problème. Et puis rendez-vous la semaine prochaine, n'oubliez pas, 19h30, c'est pas 20h30, c'est 19h30, donc soyez au rendez-vous. Bonne soirée, fly safe pour ceux qui volent, merci Nico. Et puis tu seras là toi aussi la semaine prochaine? Je serai là. Et ben voilà, tout le monde sera là. Je serai là. Ciao les amis, bonne soirée à vous. Bye bye. Général, bonne soirée.